La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, je vous propose que l'on patiente encore 5 minutes le temps que l'ensemble des participants nous rejoignent. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session dédiée aux bénéfices de la migration versus une version 6 puisque c'est principalement la version dont vous êtes équipé actuellement et je vous propose que l'on balaye ensemble durant cette petite heure les 5 points suivants. Donc tout d'abord, nous allons faire un petit rappel rapide sur le produit. Ensuite, nous passerons pas mal de temps ensemble à voir quels sont les bénéfices de la version 12, enfin des versions en, positionnées entre la version 6 et la version 12. Nous ferons un rapide focus sur la V12 et le cloud. Et puis ensuite, nous laisserons la main à Astrid qui nous fera une présentation un rappel sur la LCP, la politique de maintenance, et puis également un retour d'expérience sur des approches d'upgrade. Seront présents avec moi pour animer la session, donc Astrid Pro, qui est directrice de projet, et Hervé Blanco, qui est consultant avant-vente sur Enterprise Management, et moi-même, Christophe Adam. Je vous propose que nous démarrions tout d'abord avec un petit rappel succinct sur le produit, sur la stratégie et sur l'évolution permanente qu'offre notre produit Enterprise Management, aussi bien sur les aspects fonctionnels que techniques. Un petit rappel en témoigne le graphique qui est présenté ici, les nombreuses versions qui ont été mises à disposition durant les précédentes années. Vous êtes principalement équipé de la V6, version qui est sortie en 2010, donc une version qui a maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans. Il y a eu 5 versions, 5 évolutions majeures depuis la sortie de la V6. Et effectivement, on va rapidement constater que les bénéfices en restant à jour sur des versions récentes sont importants, aussi bien sur les aspects évolution technologique qui nous permettent de disposer d'un ensemble de nouvelles technologies dans le produit, mais également sur l'aspect conformité légale. Alors, je vous fais un rapide rappel
de la projection. Si on regarde un petit peu en avant, donc nos équipes de développement enrichissent le produit quotidiennement pour y apporter plus de valeur et pour apporter plus de valeur à nos clients, et ce sur 6 axes principaux. Aujourd'hui, Enterprise Management répond très bien, de manière très forte sur les aspects distribution et fabrication manufacturing, avec une activité centrée sur la fabrication, les processus orientés produits. Et nous souhaitons ajouter à ces processus déjà existants de la valeur aussi bien de manière transversale que verticale. Et pour ceci, les équipes travaillent entre autres sur la partie gestion de projet, comme vous le voyez à l'écran, pour apporter aux entreprises qui vendent des biens pas seulement la capacité de gérer leurs projets, mais également la capacité de couvrir la totalité de leur chaîne de valeur, depuis la création de l'article jusqu'au au processus d'après-vente, et ainsi garantir une traçabilité complète des différentes opérations sur le produit. Nous travaillons également sur les aspects conformité globale. Un grand nombre de ces entreprises qui utilisent nos solutions sont des entreprises internationales, des groupements de sociétés, multisites, qui ont ces besoins en termes de multi-législation et multi-sociétés également. Et par ailleurs, les législations évoluent dans l'ensemble des pays, et il est toujours important de rester à jour. Un troisième élément sur lequel nous nous focusons beaucoup également, c'est tout l'aspect expérience utilisateur. La V12 en témoigne avec tout ce qui est responsive design. Et puis après, vous allez retrouver plus bas les 3 axes qui sont un peu plus technologiques autour de la transformation technologique du produit. C'est vraiment un pilier pour nous, puisque l'ensemble des bénéfices liés à cette transformation vont nous permettre de mieux répondre aux autres points, et entre autres d'intégrer des innovations, d'intégrer des API, des nouvelles technologies comme l'IoT ou encore la blockchain, et ainsi d'étendre notre écosystème. Et puis bien évidemment les services autour et les outils autour du cloud, la stratégie Sedge et Cloud First. Donc l'objectif est vraiment de faciliter le déploiement pour nos équipes, pour nos partenaires autour du cloud, et donc la mise en place d'un ensemble d'outils autour de cette approche. Alors, je vais maintenant laisser la main à Hervé qui va vous présenter un peu plus en détail les bénéfices depuis la V6 qui ont été apportés à notre offre Enterprise Management. Hervé, je te laisse la main. Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors, on va brièvement faire un petit rappel des nouveautés que vous connaissez aujourd'hui sur la V6. C'est tout l'aspect multilégislation qu'on retrouve dans le même dossier, le multiplan de compte. Ça touche essentiellement à la finance, comme on le voit, les campagnes de relance, la gestion des immobilisations, qui était un point important, les budgets opérationnels, et puis quelques éléments sur la partie distribution, comme vous le voyez ici, comme la préparation de commandes, la sous-traitance, ou encore le colisage, qui sont des éléments qui étaient nouveaux sur cette version 6 et que probablement vous utilisez déjà aujourd'hui. Donc là, c'était vraiment un bref rappel sur ce que vous connaissez. Maintenant, depuis cette version 6 qui est sortie en 2010, comme l'a rappelé Christophe, on a eu un certain nombre de versions. Donc les versions 7 avec l'update 8 et l'update 9, la version 11 et beaucoup plus récemment, la version 12. Alors, je vais rappeler brièvement, là encore, ces nouveautés, puisqu'on ne pourra pas, bien sûr, rentrer dans le détail de l'ensemble des nouveautés de toutes ces versions-là. Mais prioritairement sur la V7, ce qui est sorti, c'est le fait qu'on passait totalement en mode full web, c'est-à-dire que vous n'aviez plus besoin d'avoir un client lourd. On devenait multinavigateur avec Sage EM, qui était X3, nommé X3 à l'époque. Sur la plupart des navigateurs du marché, pour rappel, c'est Internet Explorer, c'est Firefox, c'est Google Chrome, c'est Safari, c'est Opera. Voilà la liste des navigateurs que l'on valide depuis la version 7, donc il y a un gros changement. Alors, à la fois en termes d'utilisation, puisque on est habitués tous à utiliser des solutions web, tout simplement en allant sur Internet à titre personnel. On a l'habitude des navigateurs, la touche de fonction F3 qui permet de rechercher dans une page web, le fait de se balader de page en page. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude d'utiliser, que tout le monde a l'habitude d'utiliser, qu'on va pouvoir retrouver dans la partie ERP. Ça présente un deuxième avantage, c'est que comme on s'affranchit du poste client, puisqu'on est multinavigateur et que rien n'est
installé sur le poste client. Ce que vous connaissez aujourd'hui de la partie web qui existe sur Internet Explorer sur la version 6, c'est que vous avez quand même un ActiveX qui va être chargé pour que vous puissiez exploiter X3 avec Internet Explorer. Là, depuis la version 7, il n'y a plus besoin d'ActiveX puisqu'on est vraiment il n'y a rien installé sur le poste client. Donc le deuxième avantage, c'est l'aspect mobilité. Comme je vous le disais, on s'affranchit du poste client. Par conséquent, comme on est multinavigateur, on peut très bien utiliser une tablette de type iPad avec Safari qui est sur l'iPad. On peut utiliser une tablette Android avec Google. On peut utiliser des smartphones, hein, que ce soit Windows Phone, que ce soit Android ou bien des iPhones. Pour se connecter à l'application, il n'y a pas il y a rien de spécifique à installer sur ces devices. On va pouvoir exploiter la solution avec les habitudes qu'on a sur ces différents terminaux, qu'ils soient portables ou pas. Deuxième chose importante, on a également rajouter des liens avec Office beaucoup plus forts. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a maintenant sur Excel, PowerPoint ou bien sur Word un add-in, donc on va avoir un onglet supplémentaire qui va permettre, par exemple, de faire de l'extraction de données de l'ERP vers Excel. Et puis, on va pouvoir directement d'Excel, à la demande, rafraîchir les données sans avoir besoin de retourner dans l'ERP et puis une semaine après dire, voilà, on va refaire un export Excel qui va écraser ce qu'il y avait avant. Non, non, pas du tout. On a la possibilité vraiment de garder et de faire une seule extraction dans Excel et après on fera tout à partir d'Excel pour faire des mises à jour au fur et à mesure des besoins. C'est exactement le même principe sur PowerPoint. On peut très bien extraire des données graphiques qu'on va avoir à partir du requêteur graphique. On va pouvoir extraire ces données, donc on va créer des slides dans un fichier PowerPoint et on pourra faire une mise à jour de la totalité des slides qu'on a dans son fichier directement à partir de PowerPoint. Donc ça, c'est le premier élément également qu'on va pouvoir, qui sont sur l'usage qu'on peut faire de l'application. On intègre également un moteur de recherche qui est Elasticsearch, qui va permettre d'aller rechercher des informations vraiment dans des données, hein, pas uniquement sur des pages, mais aussi dans des données de l'application, pouvoir rechercher un nom par exemple de client et on va retrouver les informations aussi bien dans des fiches clients que dans des en-têtes de devis ou de commandes ou de factures et on aura dans la recherche la liste de tous ces éléments qui vont contenir ce nom de client par exemple. On intègre en plus maintenant une deuxième base de données en plus SQL Server ou Oracle, hein, qui est la base de données structurée qui permet de stocker l'ensemble des enregistrements créés dans l'application, que ce soit finance, enfin, quel que soit le module. On installe la base de données MongoDB, qui est une base de données plutôt typée documentaire et qui est NoSQL, qui va permettre de stocker et de partager avec des utilisateurs ou des équipes d'utilisateurs, l'équipe finance, l'équipe achat, l'équipe ADV par exemple, des documents qui sont soit des documents qui ont été extraits à partir de l'ERP, c'est-à-dire comme je vous disais tout à l'heure, je fais une extraction d'Excel, sur Excel de données de mon ERP, et ensuite derrière je peux changer les colonnes, les paramétrer d'une certaine manière. Je vais pouvoir publier ce document dans ma base de données MongoDB qui deviendra accessible directement à partir de Sage EM pour l'ensemble des utilisateurs de l'équipe avec qui j'ai dit que je voulais partager ce document-là. Alors ça, c'était des données qui proviennent de l'ERP, mais je peux très bien aussi aller rechercher sur mon PC un document que je veux partager avec ces équipes. Ça peut être un fichier PDF, un fichier message, une vidéo, enfin peu importe, puisque MongoDB va permettre de stocker tous ces types de documents-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va permettre de mettre un mode collaboratif, je dirais, directement dans l'ERP, puisque là, on est vraiment dans le partage d'informations entre utilisateurs. On a amélioré de manière très nette tout ce qui est gestion des pièces jointes, puisque maintenant, là aussi, sur les pièces jointes, vous pouvez directement aller poster des documents que vous avez sur votre PC qui vont être automatiquement copiés dans le répertoire qui est dédié aux pièces jointes. Et là, vous allez pouvoir, pour que ça devienne bien sûr partagé avec l'ensemble des utilisateurs, et vous pourrez stocker à la fois des fichiers, des images ou bien du texte riche. Vous avez la possibilité de mettre en pièce jointe du texte libre qui va être en grand, en italique, en souligné. Vous pouvez changer la police de caractère, la taille, et vous avez jusqu'à 65 000 caractères pour un texte, donc c'est très important. Je passe rapidement sur
les prévisions de trésorerie, puisque je vous ferai un petit zoom tout à l'heure. Un moteur EDI également qui est arrivé sur cette version-là. La gestion des dépôts, puisque maintenant on a la possibilité, en dessous du site, de déclarer des dépôts, et à l'intérieur de ces dépôts, on aura nos emplacements. Et puis, un zoom que je ferai tout à l'heure également sur l'achat grand import avec la gestion des frais d'approche et aussi la gestion des versions de nomenclature. Donc, souvent, c'est la gestion des indices qui était réclamée depuis longtemps. Donc, ça, c'est des nouveautés sur ces versions-là. Sur la V11, ce qu'on a vu de nouveau, c'est un nouvel outil de planification, un suivi d'atelier, une gestion à l'affaire industrielle. Donc là, c'est un module que je vous présenterai en fin, sur la troisième petite démonstration que je vous présenterai tout à l'heure. Une gestion des versions également sur les gammes opératoires, un échéancier de facturation qui permet sur une commande de dire, voilà, je vais facturer 20% dans 2 mois, 50% dans 6 mois et puis le reste dans 8 mois, mais je vais pouvoir générer automatiquement, quand ça arrivera à échéance, les factures associées à cet échéancier. La préconsolidation devient temps réel, c'est-à-dire que j'ai ma balance préconsolidée en temps réel. Dès que je fais je génère des flux intragroupes, automatiquement, si je vais voir ma balance préconsolidée, elle va tenir compte de ces flux intragroupes. Là, aujourd'hui, vous devez extraire, vous devez faire un export pour obtenir ces résultats-là. Suivi des transports des expéditions, on le verra tout à l'heure avec la partie gestion des frais d'approche. Et enfin, sur la V12, ce qu'on va retrouver, c'est une amélioration très nette aussi de la partie interface web, puisqu'on va dorénavant être responsive design, c'est-à-dire que vous allez avoir tous les écrans qui vont s'adapter à votre PC, donc à la taille de l'écran. Ça veut dire que si vous utilisez une tablette, un smartphone, vous aurez tout va se caler, c'est-à-dire que sur un smartphone, les champs, plutôt que d'être sur la même ligne, ils vont passer automatiquement sur les lignes suivantes, de manière à ce que vous ayez accès un accès lisible à une pièce de vente, type une commande par exemple, aussi bien sur un smartphone que sur un PC classique. Christophe, je te laisse poursuivre sur les slides. Alors, je vous ai dit que j'allais faire 2 petits zooms. Il y avait les prévisions de trésorerie, c'est ce qu'on va voir de suite, et ensuite on verra la partie frais d'approche. Donc les prévisions de trésorerie, c'est, on le voit, la traduction des documents de vente et d'achat en flux prévisionnel. C'est-à-dire qu'on a maintenant un moteur qui va permettre de déclencher, enfin de lancer la génération de prévisions de trésorerie à partir de devis, de commandes de vente, de livraisons non facturées, de factures qu'on n'a pas passées en comptabilité, à partir de l'échéancier des biens qui sont gérés en location crédit bail, par exemple, des immobilisations, de l'échéancier aussi des factures de SAV récurrentes. Si je fais par exemple, j'ai prévu une facturation tous les 3 mois, mais cette facturation qui va être du coup des recettes vont pouvoir aussi générer des prévisions de trésorerie aux bonnes dates. Pareil côté achat, demande d'achat, commande d'achat, réception non facturée, facture non comptabilisée. Tous ces éléments-là vont nous permettre de générer en automatique des prévisions de trésorerie. Vous pouvez aussi créer vos propres prévisions de trésorerie. Donc là, même principe, c'est-à-dire que vous allez directement saisir des prévisions de trésorerie, je sais pas, ça va être pour des décaissements d'impôts, des choses comme ça, que vous pouvez rajouter, que vous n'avez pas forcément dans la compta. Et puis à partir de ça, ça va vous permettre d'obtenir une situation bancaire. Alors l'intérêt de ces éléments-là, c'est que ces prévisions de trésor, ils vont vous donner une situation bancaire par jour, par semaine ou par mois sur un compte bancaire en particulier, sur l'ensemble des comptes bancaires d'une société ou bien sur l'ensemble des comptes bancaires de toutes les sociétés du groupe. On peut utiliser des regroupements de manière à avoir cette situation financière. Cette situation financière va pouvoir sortir, donc vous aurez une colonne, c'est ce qu'on voit, c'est l'écran d'en bas, donc vous avez une colonne par période, là c'est fait par mois, et vous avez par type de prévision les évolutions mois par mois en termes de dépenses par rapport à des commandes d'achat par exemple, recettes par rapport à des commandes clients, par rapport à des échéanciers de facturation par exemple. Donc vous allez avoir tous ces éléments-là qui vous permettront d'avoir une situation financière peut-être du groupe sur les 10 mois à venir si vous le souhaitez, puisque vous le faites comme vous souhaitez. Donc ce n'est pas du cash management, on n'est pas en date de valeur, on est bien en date d'opération, mais ça permet d'avoir une vision globale de l'ensemble des flux à venir, que ce soit des flux de dépenses ou des flux de recettes.
On va passer maintenant sur le deuxième focus qui est la gestion avancée des achats. Il y a plusieurs choses qui sont nouvelles par rapport à ce que vous utilisez aujourd'hui. Déjà, une gestion des frais d'approche à travers une gestion des codes Incoterms. Donc, on a vraiment une gestion des codes Incoterms qui vont définir quelles sont les charges qui sont pour l'acheteur, quelles sont les charges à la charge du vendeur. Donc, on aura ces éléments-là, et sur la commande fournisseur, dès que vous passez la commande, vous indiquez le code Incoterm, on saura automatiquement quelles sont les charges en fonction de ce code Incoterm qui doivent être calculées pour vous donner des frais d'approche prévisionnels. Donc, on définit ces codes Incoterm, enfin les codes Incoterm qui sont standards, je veux dire. Derrière, on va pouvoir définir des charges, pré-acheminement, post-acheminement, transport principal, déchargement, chargement, enfin des choses comme ça, douane import, douane export, enfin tous ces éléments qui vont pouvoir intervenir, où on va indiquer comment est-ce qu'on réalise le calcul sur un montant, sur du poids, sur des quantités, sur des éléments variables qu'on peut avoir, ou des éléments fixes, du forfait par exemple. Donc vous indiquez ce calcul-là, et ensuite on va pouvoir associer ce qu'on appelle les structures de coûts. Donc la structure de coûts, c'est un ensemble de charges qu'on va regrouper, et on va affecter la structure de coût soit à une catégorie d'articles, soit à un article en particulier, soit à l'article fournisseur, puisque bien sûr on peut très bien avoir le même produit qu'on achète aussi bien à un fournisseur en Chine qu'un fournisseur en Angleterre pour livrer en France. Et là, on se doute bien que la charge, les frais d'approche ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, on peut avoir vraiment des structures de coûts adaptées à chaque fournisseur pour le même produit. Donc, ces éléments-là vont nous permettre d'avoir un suivi de coûts. C'est-à-dire que dès que vous saisissez votre commande fournisseur, vous avez un nouvel onglet, on parlera tout à l'heure des onglets, qui va vous donner le montant prévisionnel de chacune des charges qui vous est affectée en fonction du code Incoterm. Et puis, dès que vous allez recevoir la marchandise, quand vous allez recevoir les factures, quand vous allez recevoir des factures complémentaires, vous allez pouvoir associer ces factures-là à un des postes de charge qui fait partie de la structure de coût, ou bien, si ce n'était pas prévu, en tant que charge complémentaire. Et ce qui vous permettra pour chacune de ces charges, d'avoir le coût prévisionnel et le coût ajusté qui est le coût réel, parce qu'évidemment, vous avez peut-être des différences entre ce qui a été facturé, parce qu'il y a eu X éléments qui ont varié, qui fait que le montant qui est facturé n'est pas forcément celui que vous aviez initialement prévu. Donc, vous pouvez derrière faire du comparatif entre le coût réel d'approche et ce que vous aviez prévu. Donc ça, c'est la première chose au niveau des coûts. Ensuite, derrière, on va gérer d'autres éléments. Déjà, on va gérer les conteneurs aériens, maritimes, tout type de conteneurs, parce que vous pouvez en créer comme vous le souhaitez, avec une capacité, avec un poids, un volume maximum, un poids maximum, qui vous permettra de calculer automatiquement un pourcentage d'occupation de votre conteneur. Et puis, ces éléments-là vont vous permettre également d'aller plus loin, puisqu'on va pouvoir gérer des expéditions. C'est-à-dire qu'on va gérer le fait, par exemple, que sur un bateau, vous allez pouvoir y mettre, je sais pas, 10 ou 15 conteneurs. Et dire, une expédition, et je peux avoir des coûts associés à mon expédition, c'est, mettons, 15 conteneurs maritimes qui sont sur le bateau. Et l'intérêt de ça également, c'est qu'on va tenir compte en faisant derrière, une fois qu'on a lancé l'expédition, qu'on va faire ce qu'on appelle une pré-réception, tenir compte bien sûr des quantités réelles qui vont arriver et non pas des quantités qui étaient sur la commande fournisseur qui sont peut-être erronées. On sait que dans l'import, dans le grand import, on peut avoir des écarts entre ce qui est vraiment rentré dans le conteneur et ce qui était prévu initialement sur la commande. Donc on va avoir tous ces éléments-là avec une date de livraison prévue et une date de livraison réelle, une date de livraison prévue qui va se calculer en fonction du paramétrage que vous avez indiqué, vous, en fonction d'un lieu de départ à un lieu d'arrivée. Vous pouvez dire par exemple que du port de Shanghai au port de Marseille, c'est 21 jours. Et à ce moment-là, on sait que sur cette partie-là, on a 21 jours de délai de transport. Et derrière, vous avez tout un suivi, toute une grille de suivi qui veut dire, voilà, il y a eu, je sais pas, une tempête qui a retardé de 2 jours, il y a eu un blocage au port qui a retardé de 2 jours. Et tout ça, ça va vous permettre d'avoir une date de livraison prévue qui va évoluer en fonction des différentes choses qui peuvent arriver sur des transports très très longs. On ne gère pas que le transport maritime, par exemple. On est capable de gérer sur un grand import, par exemple, un transport d'abord peut-être routier d'une ville jusqu'au port de Shanghai, on parlait tout à l'heure. On a derrière un transport maritime qui va être peut-être, lui, dans une autre devise en dollars US. Et puis enfin, de Marseille, peut-être un transport routier qui est facturant
en euros pour aller jusqu'à un autre site. Comme ça, on pourra avoir du multi-mode de transport pour réaliser une réception. Tout ça va être géré aujourd'hui dans la gestion avancée des achats, et ce qui permet de gérer donc à la fois les conteneurs, les transports et également les frais d'approche. Donc voilà, ça c'était un petit zoom que je voulais faire sur cette partie-là, sur les nouveautés post V6. Christophe, je te laisse terminer. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va maintenant voir des courtes démonstrations. La première va être sur la partie ergonomie et sur le mode web de la version 12. Comme vous le voyez ici, les écrans vont s'adapter. On peut travailler sur des smartphones, des tablettes, des PC. On est totalement libéré du poste client aujourd'hui avec l'application Sage Enterprise Management. Je te laisse lancer la vidéo, Christophe, que je vais commenter. Excusez-moi. Alors, la première chose, c'est le portail. Donc là, on est sur une page web. Hein, on a le portail. Ça, c'est quand on arrive sur l'application, c'est ce qu'on va trouver. On a des favoris qui sont accessibles directement par des menus, ou bien les favoris, on peut lui demander de les accrocher en haut de l'écran. Et comme ça, on a accès à nos favoris directement à partir de l'écran sans avoir besoin d'ouvrir la liste du menu des favoris, et on peut l'effacer à volonté. Ensuite, maintenant, pour le déplacement dans le produit, on va passer par le navigateur. En fait, c'est le plan du site, et vous avez ici la totalité des points d'entrée de l'application. On peut tout réduire, comme vous voyez, il y a absolument tous les modules. Et puis là, on peut se déplacer et on peut aller sur les menus que l'on souhaite. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir aller rechercher directement un menu en particulier. Si je clique si je demande tout ce qui contient client, je vois que j'ai 11 occurrences, si je dis bien, client, et je peux aller rechercher en me déplaçant les 11 occurrences dans mon fichier, et je peux automatiquement dire, ben voilà, je vais grâce à la petite étoile, dire, ben, je vais l'intégrer à mes favoris si je le souhaite. Donc, gros avantage de ça, c'est qu'on retrouve très facilement les points d'entrée du menu. Ici, on va partir sur les commandes. Donc, on va partir sur une commande, et sur la commande, on va avoir un premier changement. Déjà, la première chose que l'on va voir, c'est qu'il n'y a plus de notion d'onglet. Il n'y a plus d'onglet. Ici, vous voyez, c'est des paragraphes que je vais pouvoir réduire si je le souhaite pour me déplacer. Mais c'était avant, sur ce que vous connaissez aujourd'hui, ce sont des onglets. Là, non, j'ai tout dans la même page. Alors, le fait d'avoir tout dans la même page fait qu'au fur et à mesure que je me déplace, vous voyez, je vais passer de gestion à livraison, puis facturation, puis après sur mes lignes. Tout l'intérêt, c'est que j'utilise la touche de fonction d'un navigateur F3 ou CTRL F, et je peux rechercher une valeur n'importe où dans ma pièce. Quand j'ai plus d'onglet, je vais pouvoir me balader facilement et retrouver les informations très facilement. Vous le voyez, si je peux directement cliquer aussi sur le haut de mon navigateur pour récupérer les infos. Comme vous le voyez ici, je suis en train de réduire la taille de mon écran, mais automatiquement, les champs sont en train de se recaler et ils se mettent les uns sous les autres de manière à ce que je garde une vision toujours claire de ma commande. Et on le verra tout à l'heure, on verra la vue sur un smartphone qui va pas tarder à arriver. Je vais d'abord juste vous indiquer tout ce que vous aviez comme fonction en haut, maintenant se trouve ici à droite. Toutes ces fonctions-là sont disponibles via les 3 petits boutons. Vous pouvez, si vous souhaitez avoir les fonctions accessibles en permanence, avoir de l'épingler, c'est-à-dire que vous avez directement toutes ces fonctions-là. Donc, on simplifie largement la navigation. Vous avez également ici des boutons, comme vous voyez, faire une préparation, faire une allocation directement à partir de la page. Là, c'est la vision smartphone de la commande. La commande que vous aviez tout à l'heure, ben voilà, on peut se déplacer et on a accès à absolument tous les éléments. On peut se déplacer, donc on peut réduire aussi les paragraphes de la même manière que sur un écran de PC. On va se déplacer sur les lignes directement avec le doigt, normal. Et puis là, on a accès au menu de la même manière, si vous voyez, données de base, les articles. Je vais aller directement sur un article et vous voyez, j'ai l'article qui apparaît et qui est entièrement configuré pour que champ l'un derrière l'autre de manière à pouvoir avoir une visu globale. Ici, c'est un nouvel outil de customisation directement d'écran que l'on peut faire directement ici. Là, je vais dire que je veux du multicolonne, donc il va intégrer automatiquement des champs en multicolonne. Si je veux derrière, on va le voir ici par exemple, dire que je veux les champs les uns sous les autres, eh bien je les ai maintenant sous les autres. Je peux aussi indiquer dans le même écran que je veux que ce champ apparaisse ou pas sur une tablette, sur un PC ou un smartphone ou tablette. Et à ce moment-là, pour le même paramétrage d'écran,
j'ai un écran différent si je me connecte avec un PC ou avec une tablette. Ici, j'ai la possibilité de demander que je veux qu'un champ soit positionné sous l'autre. Donc ça, en fait, c'est juste quelques exemples. Et surtout, on a la possibilité de, ce qu'il faut retenir aussi, hein, c'est la possibilité de paramétrer simplement les écrans, parce que là, c'est vrai pour tous les écrans de l'application, mais c'est surtout aussi le fait que, en paramétrant qu'un seul écran, j'ai une vision différente, smartphone ou tablette, appareil mobile, de PC. Ce qui me permet de faire qu'un seul paramétrage, avoir un seul code de paramétrage d'écran. Et en fonction de l'outil que j'utilise pour me connecter, je peux par exemple enlever bon nombre de champs si je suis sur un smartphone, puis comme ça me permet d'avoir un écran beaucoup plus aéré et beaucoup plus lisible en enlevant les champs qui ne sont pas forcément obligatoires. Donc voilà ce que va apporter cette nouvelle technologie dans l'application et qui est un gros changement par rapport aux clients lourds que vous connaissez aujourd'hui sur la V6. On va poursuivre, on va avoir d'autres éléments maintenant. Alors, un petit rappel sur les différentes versions qui ont suivi la version que vous avez actuellement. Donc, nouvelle interface utilisateur, je vous en ai parlé. On a la facilité de recherche, ça c'est le moteur de recherche, l'intégration Microsoft Office qui est important, la possibilité de stocker des documents. Je vais passer plein de choses, je ne vais pas forcément tous les lire. On a la gestion des pièces jointes qui facilite son utilisation. On a la partie mobilité, puisque maintenant smartphones et tablettes sont des outils d'accès à l'application au même titre que les PC. Et puis enfin, le fait que ce soit du responsive design qui permet donc de s'adapter à n'importe quel outil, enfin appareil qu'on va utiliser pour se connecter à l'application. Avec quelques exemples comme le voyez en bas. On va poursuivre et on va rentrer cette fois-ci plus maintenant sur la solution Sage Enterprise Intelligence, qui est la solution donc décisionnelle qu'on va intégrer à l'application, qui n'est pas que sur la partie ERP qu'on va retrouver sur d'autres solutions Sage Enterprise Market. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'elle va présenter déjà une bibliothèque prête à l'emploi. Cette bibliothèque va concerner aussi bien le module de finance que les modules distribution, que ce soit achat, vente stock, que le module gestion de production, que le module gestion à l'affaire industrielle, on en parlera, on fera un focus juste après. D'ailleurs, donc c'est aussi multisource de données. Tout l'intérêt, c'est que du coup, on a à la fois les données de l'ERP, mais on peut aller chercher des données autres dans Excel ou dans une autre base de données et les fusionner. On a également la possibilité de rajouter simplement des filtres. On peut remonter d'un tableau de bord à une fiche client, à une écriture comptable directement de l'ERP, puisqu'on va obtenir on va avoir les mêmes liens que si on utilisait le tableau de bord ou les outils que vous avez l'habitude d'utiliser dans l'ERP. Dans SageEM, donc, et également un add-in Excel qui permet de concevoir des tableaux directement à partir d'Excel. Un autre avantage aussi, c'est que cette solution permet de faire du temps réel, donc on va accéder directement aux tables de l'application, mais comme il y a des vues qui sont paramétrées, on ne s'occupe pas des liens qui peuvent exister entre les tables, bien sûr. Et puis, on a aussi la possibilité de travailler en entrepôt de données, c'est-à-dire que vous allez avoir, alors c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, c'est-à-dire que j'ai certains tableaux qui sont eux en temps réel et d'autres tableaux qui sont sur un entrepôt de données sur lequel il y a une synchronisation avec le RP qui sont faits toutes les nuits ou plusieurs fois par jour par exemple. Mais on a l'avantage, donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir aussi faire fonctionner les deux simultanément. On va voir une petite présentation, là encore, de la solution. Alors, déjà, ce que l'on va voir dans cette solution, donc Sage Enterprise Intelligence, c'est déjà que je suis dans le RP. Donc là, je suis dans SageEM et je vois le responsable de la compta client qui a son tableau de bord. Je vois l'acheteur qui a son tableau de bord. J'ai le responsable de vente, il a son tableau de bord. Je suis dans l'application, je suis dans le RP, je ne suis pas à l'extérieur. J'ai toutes les données qui sont accessibles directement de l'ERP. Là maintenant, on est sur la partie vente. Donc, ce qu'on va voir de suite, c'est qu'on a plusieurs tableaux qui sont intégrés dans le tableau de bord. On a des filtres. Donc, je peux filtrer directement dans mon tableau de bord, dans l'application, donc dans l'ERP, et je vais chercher les années, sélectionner des sociétés, et je vais avoir l'ensemble
de mes indicateurs qui vont être automatiquement recalculés de manière à avoir l'information sur le filtre en question. Donc là, c'est une très grande souplesse d'utilisation et pour un seul et même tableau de bord, on va pouvoir avoir plusieurs présentations. Ici, avec relativement peu de paramétrage, on peut intégrer des tableaux directement dans les fiches clients. Bon là, on l'a vu rapidement, c'était un tableau sur les clients en question. Là, vous voyez quelques exemples de présentation. On va faire un petit zoom sur le top 5 des catégories de produits par vente. Ici, donc, on a la possibilité de forer. Donc, je vais voir le détail. J'ai plusieurs niveaux. C'est comme les statistiques que vous utilisez aujourd'hui. Et puis, j'ai la possibilité, ce que je vous disais, de remonter. Donc là, je peux remonter directement sur le produit. Et là, je suis remonté dans l'application directement dans mon produit. D'autres exemples à travers des cartes. Donc là, carte géographique, donc là c'est l'Europe, on fait un zoom sur la France, donc là on a vu qu'on a zoomé sur la France, et de la France, je peux faire un zoom sur les tableaux qui ont permis de constituer cette carte. Et là, je peux rentrer directement dans le détail et aller voir le détail des différents éléments qu'on a dans ce qu'on a des dimensions, les dimensions sont accessibles, donc c'était tous les champs, comme un tableau croisé dynamique. Hein. Et là, je rajoute les trimestres, donc j'ai un calcul qui se fait automatiquement, donc là, j'ai automatiquement le trimestre qui est venu se rajouter au tableau que j'avais tout à l'heure. Je peux mettre en pivot l'année, ce qui me permettra d'avoir l'année en haut en colonne et de comparer 2016, 2017. Donc ça, je peux le faire très simplement. J'ai la possibilité ici d'exporter mon tableau sous différents formats. PDF, Excel, CSV, HTML, si on le souhaite, ou XML, donc, qu'on voit. Et puis, j'ai aussi la possibilité de partager. Donc, je vais pouvoir publier et dire, voilà, je vais partager et définir une distribution de personnes à qui je vais envoyer, par exemple, toutes les semaines, mon tableau de bord. On va faire maintenant un zoom sur Excel. Donc là, on voit un tableau qui a été conçu directement à partir d'Excel et qui permet d'avoir des données de l'application. Donc là, ce sont des données de l'ERP que l'on retrouve. Et puis, on a la possibilité, on le voit ici, donc on a pu changer, d'aller voir le détail. Ça, on a le détail comme on le verrait sur un tableau croisé dynamique. Mais on a aussi la possibilité d'avoir le détail à travers un tableau, type le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, un tableau directement d'Enterprise Intelligence avec l'avantage, c'est de pouvoir, là encore, rajouter éventuellement des dimensions ou les bouger ou les modifier à volonté. Donc voilà ce que va apporter cette solution et comme je l'ai dit, qui est une solution qui s'intègre complètement et qui est complètement intégrée dans la partie ERP et qui est multimodule. On va continuer, on va redescendre un peu plus maintenant dans la partie fonctionnelle. Donc on va poursuivre avec un nouveau module qui est sorti lui sur la version 11, qui est une gestion à l'affaire industrielle et qui est alors là encore, totalement intégré comme la partie décisionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui va être totalement intégré aux autres modules. C'est vraiment une gestion à l'affaire, mais derrière, c'est un réceptacle aussi d'informations qui vont provenir à la fois de la compta, ça peut être des règlements de notes de frais qui vont venir impacter directement cette gestion à l'affaire. Ça peut être aussi des éléments qui viennent des achats, des commandes d'achat, des factures d'achat, ça des éléments bien entendu de vente, hein, tout ce qui est facturation, à compte, tout élément qu'on va avoir sur les ventes, mais également de la fabrication. C'est-à-dire que tout ce qui est hors de fabrication, au fur et à mesure qu'on va consommer du temps de la matière, on va avoir ces éléments-là qui vont apparaître dans le réalisé sur l'affaire. Donc, et du CRM également, puisqu'on a un lien, c'est lié à l'affaire CRM que vous connaissez. Donc là, on peut avoir le même code affaire CRM et affaire industrie. Et donc, on va pouvoir comme ça avoir l'ensemble de ces éléments. On va voir un peu dans le détail, on va continuer ici, quelques éléments fonctionnels. On sait faire de la consolidation multi-projet, c'est-à-dire que je vais associer des affaires à une affaire principale et j'ai la possibilité de voir mon projet en tant que budget engagé, réalisé, écart sur la totalité du projet et pas seulement sur affaire par affaire. Ensuite, on sait faire des photos. Quelle est la situation financière du projet à un instant T. Donc, je vais pouvoir faire comme ça plusieurs photos et comparer les photos entre elles ou bien comparer une photo avec la situation courante. On a une arborescence des tâches et des affectations de budget pour un projet. On peut avoir des dépendances de tâches, hein, c'est-à-dire je dois d'abord terminer cette tâche pour pouvoir en commencer une autre. Une chronologie graphique de la planification des tâches, vous allez avoir un Gantt qui vous permet de
de voir le positionnement des tâches dans le temps. Et je vous en ai parlé tout à l'heure des KPI qui sont liés directement à Sage Enterprise Intelligence qu'on a pu voir juste tout à l'heure. Donc là, on va aller sur monitorer votre projet. Donc là, je vais vous commenter la présentation, la démo qui va se dérouler. Donc on va commencer par la situation synthétique de l'affaire. Et donc on rentre dans une fiche affaires. Dans cette fiche affaires, première chose, on va descendre pour aller voir des éléments sur cette fiche affaires, c'est sa situation financière. Dès la fiche affaires, je vois la date d'extraction et quand est-ce que ça a été fait, quel est le budget, quel est l'engagé, qui a été réalisé, quel est le restant, sur l'affaire globale. Là maintenant, quand je vais sur la structure de coût, je peux obtenir la même chose, mais sur un des éléments de structure de coût que je souhaite. Là, je suis sur la gestion de projet. Si je vais voir la situation financière, j'ai la situation financière, comme on l'a vu tout à l'heure, mais que pour la partie gestion de projet de mon budget. Pareil sur la partie fabrication, mais je peux aller en plus, dans le détail, j'ai la situation financière, mais j'ai aussi mon suivi financier. Donc ici, sur la fabrication, je vais voir le suivi financier. Donc j'ai une vue financière, vous le voyez en haut de l'écran, qui est la vue 10, c'est une vue de coût, qui est entièrement paramétrable. Et ici, je vois ce qui a été engagé, ce qui a été réalisé. Je peux aller voir le détail de ce qui a été engagé, réalisé, et regarder, je vois qu'il y a une facture fournisseur, mais il y a également de la matière. Donc je peux remonter à partir de ma situation financière de ma ligne de fabrication, je peux remonter à l'ordre de fabrication. Je l'aurais fait aussi bien sur la facture d'achat qu'il y avait, puisqu'il y avait une facture d'achat et également un ordre de fabrication. Ça peut être sur n'importe quelle pièce, ça peut être, on peut voir quel type de frais a été engagé, si c'est un taxi ou autre, ou un hôtel. On va le voir toujours à partir de cette situation financière. Donc là, on va continuer sur les éléments. Ici, on voit les affaires associées, j'en ai parlé, c'est ce qui permet d'avoir une vue globale. Donc on voit l'affaire associée qui apparaît ici. Et puis, on va pouvoir justement aller voir comment ça se présente, ce suivi financier avec une affaire qui a des affaires associées. Donc j'ai mon suivi financier, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure, il est global sur l'affaire. Donc tout à l'heure, on n'était que sur la fabrication. Là, je vois mon suivi financier sur toute mon affaire. Je peux cocher affaires associées. Je vais appliquer le changement que je viens d'opérer et maintenant je vais voir mon affaire, mais je vais voir en plus les éléments de l'affaire associée. Comme on voit ici, j'ai mes deux affaires, l'affaire principale, l'affaire associée, et j'ai un taux d'affaires. Et donc je retrouve bien mon budget, mon engagé, mon réalisé, mon reste engagé sur le total de l'affaire. On était avec les affaires associées. Donc là, on va pouvoir continuer ici et voir d'autres éléments sur le suivi d'affaires. Donc sur la partie suivi d'affaires, donc on va limiter parce qu'on a une affaire qui est assez complète, donc on peut indiquer. Alors là, en fait, ce suivi d'affaires, c'est le lien entre ce qui existe dans les budgets et dans les tâches. Donc là, je vais prendre pas toutes les tâches, je vais limiter sur quelques tâches. Donc là, on va prendre plutôt matière. Donc il y a juste mon écran qui ne s'affiche plus, qui s'est un peu mis. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Pour l'instant, moi, voilà, ça arrive. Donc, on va limiter sur la matière et que sur les tâches lancées. Et donc, on va, une fois appliqué, on va tout développer. Et sur la partie matière, regardez, on voit qu'il y a des éléments qui sont verts. On voit sur la date de disponibilité, si c'est vert, ça veut dire que la date de disponibilité, elle est correcte par rapport à la date de fin. Si jamais ce n'était pas le cas, la date de disponibilité apparaîtrait en rouge si j'avais un délai, par exemple, de réception qui était plus important. On avait les éléments sur les commandes d'achat, sur les ordres de fabrication. On va ensuite continuer sur, ici, on est sur des tâches directement. Donc là, sur les tâches, on va y retrouver des opérations. Et on peut y retrouver que des opérations, que des articles ou des opérations et des articles, suivant le cas. Donc ici, on voit les articles. On voit ici que sur une tâche, j'ai une date de disponibilité qui est un jour plus tard la date du besoin. À ce moment-là, ça apparaît en rouge. Donc là aussi, on peut faire un suivi au niveau le plus fin, puisque c'est au niveau de la tâche qu'on va pouvoir voir ces éléments-là. Pour terminer, on va aller sur les snapshots, donc les photos. Donc là, on va pouvoir faire des photos de la situation financière à un instant T de mon affaire. Et puis, l'intérêt derrière de ces snapshots, c'est de pouvoir les comparer. Donc ici, on va aller chercher une photo qui a été réalisée et nous allons la comparer à la situation courante. Et une fois qu'on applique, on va bien retrouver la structure de coûts, les natures de dépenses, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc la présentation elle reste toujours très très proche et très facilement
identifié. Et on retrouve le budget. Vous voyez, vous avez N, N-1, vous avez l'engagé N, N-1, vous avez les écarts que l'on retrouve derrière, bien sûr. Le reste engagé N, N-1 en fonction des différentes situations que vous avez enregistrées ou par rapport à votre situation courante. Voilà ce que je peux vous donner sur la partie gestion d'affaires. On va poursuivre. Je crois que c'est toi qui vas reprendre le relais, Christophe, me semble-t-il. Oui, Hervé, merci pour toutes ces informations. Je vous propose maintenant que l'on a parlé de la V12 et de ses bénéfices, que l'on parle un peu du mariage entre la V12 et le cloud, éléments clés dans la stratégie Sedge et dans les bénéfices apportés à nos clients. Je ne vais pas vous relister l'ensemble des bénéfices du cloud, simplement un élément majeur, c'est qu'aujourd'hui 70% des ressources IT dans une entreprise travaillent principalement sur des aspects de maintenance du système plutôt que de mettre en avant les innovations du produit pour en faire bénéficier les équipes métiers. Pour inverser cette tendance, évidemment, le cloud est une option extrêmement intéressante puisque vous allez libérer des ressources qui vont pouvoir se focaliser sur les besoins, les attentes des métiers et mettre en avant, mettre à disposition les innovations, les nouveautés du produit. Alors ici, on retrouve succinctement les principaux thèmes de la roadmap. Je ne vais pas reparler des deux grandes parties qui sont sur le dessus de la roadmap, c'est-à-dire la partie client et la partie capacité, puisque Hervé les a déjà pas mal détaillées. En revanche, je voudrais juste faire un petit rappel sur la partie technologie et plateforme. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie transformation qui se fait et cette transformation a vraiment pour objectif de mettre à disposition de nos clients des innovations telles que l'IoT, le blockchain. Par exemple, nous avons un client qui utilise Enterprise Management et qui intègre la blockchain dans l'ensemble de ses processus métiers. Il est spécialisé dans l'achat-revente de fruits et légumes. Et cette blockchain lui permet de garantir la traçabilité de l'ensemble des produits, des matières premières qu'il achète, y ajouter des informations liées à la transformation qui sont issues qui sont stockées dans son ERP, et puis garantir également la traçabilité jusqu'au point de vente, là où le client va pouvoir, s'il le souhaite, consulter l'ensemble des informations de la vie du produit. Donc ça, c'est vraiment des choses concrètes que l'on sait mettre en avant et qui peuvent être mises à disposition de nos clients grâce à cette transformation, grâce à ces nouveaux outils, grâce également à cette interopérabilité et cette capacité de mettre à disposition des API pour connecter des solutions tierces, pour connecter également tout ce qui va être, comment dirais-je, automatisation, robotisation pour les processus de l'entreprise, par exemple avec de l'émission de factures automatiques, des paiements, ce genre de choses, mais ça peut également être des connexions avec l'atelier, tout ce qui va être IoT en récupérant de l'information provenant de capteurs extérieurs. Donc vraiment, ces bénéfices sont là grâce au cloud et grâce à la transformation de notre produit. Voilà, donc c'était un petit rappel que je souhaitais faire pour que vous ayez bien en tête l'ensemble des bénéfices de cette V12, aussi bien fonctionnels que sur l'aspect innovation technologique. Je vous propose maintenant de laisser la main à Astrid, qui va vous parler d'une part de la politique de maintenance et d'autre part faire un petit retour d'expérience sur nos projets de migration. Merci Christophe. Donc on va aller directement à l'essentiel par rapport à un contexte d'évolution de politique de maintenance. Vous avez bien compris qu'on est tous rythmés par ces nouveaux cycles d'édition qui s'accélèrent pour répondre à ces enjeux technologiques, à plus de valeur qu'on nous demande dans les solutions. Et au travers de cette évolution des rythmes d'édition, il était évident pour Sedge qu'il était nécessaire de faire évoluer sa politique de maintenance relative à la gamme Enterprise Management. Et l'objectif, c'était de passer sur des usages historiques, comme vous voyez sur le slide où on s'engageait sur la version N, N-1, avec parfois des engagements à portée relativement restreinte ou implicite, on va dire. Et là, le cahier des charges qui nous avait été fixé, c'était vraiment de pouvoir donner davantage de visibilité
de visibilité sur les calendriers, sur les engagements qu'on était capable de prendre. Et donc, vous allez voir par la suite comment on a traduit ça en termes de politique de maintenance. Avant d'aller dans le détail de cette mécanique, de cette politique, quelques rappels sur le périmètre d'application de cette politique de maintenance. Elle porte bien sur l'ensemble des solutions qui appartiennent à la gamme Enterprise Management. Donc, on parle bien évidemment de la solution, on va dire plutôt ERP, mais également de la solution HR et de la solution Warehousing pour toutes les éditions qui sont hors déploiement cloud public, qui a lui son propre rythme d'édition, les mêmes contenus mais un propre rythme d'édition. Cette politique de maintenance n'est pas franco-française, loin de là. EM est un produit global, est un produit international. Donc on déploie cette politique de maintenance dans tous les pays où EM est commercialisé. Et puis on verra que toutes les solutions de la gamme EM, au travers de cette politique, répondent à la même mécanique. Mais pour certains, on a des spécificités, des calendriers qui leur sont propres. Donc, dans un premier temps, ici une overview de la mécanique. On a matérialisé sur le haut du slide 3 versions successives, 3 versions majeures. Dans cette politique de maintenance, les versions majeures sont espacées en moyenne de 18 mois. Et chacune de ces versions traverse un certain nombre de phases que je vais vous décrire dans le cadre de cette présentation. Une première phase que l'on a nommée adoption, qui est une phase qui précède la sortie commerciale, pendant laquelle on permet à l'ensemble de l'écosystème, à savoir les équipes internes de Sage, mais également l'ensemble de nos partenaires, puissent s'approprier cette nouvelle version pour développer les contenus à destination de training, à destination de projets, pour mettre à niveau un certain nombre de verticaux, par exemple, et puis préparer des contenus pour de l'avant-vente. Au-delà de cette phase d'adoption, donc matérialisée par la sortie commerciale, démarrent trois phases successives, Current, Standard et Lifeline, qui ont des durées respectives de 36, 18 mois et 18 mois également, avec, on verra, la possibilité pour la phase de Lifeline d'être reconductible. Et on verra dans les prochains slides que chacune de ces phases dispose d'un niveau de service et des engagements minimums. Donc voilà, sautons à pieds joints dans cette explication. Donc vous avez ici, de façon assez macro, une description des différents engagements que l'on porte sur les phases Current, Standard et Lifeline. La première, la phase Current, qui dure 36 mois et qui démarre à la sortie commerciale du produit, est caractérisée par l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles technologies également embarquées. Voilà, c'est les caractéristiques de la sortie d'une version majeure. Et elle est également caractéristique d'un engagement fort de la part de Sage sur la conformité légale et réglementaire sur l'ensemble de cette période de 36 mois. D'accord ? On verra qu'on y corrige également sur cette phase-là tous les types d'anomalies bloquantes, majeures, mineures ou de sécurité. La notion de sécurité étant une nouvelle définition qui était nécessaire d'introduire compte tenu des nouveaux usages et des pratiques et des contextes auxquels on pouvait être confronté sur des plateformes de software. Avec un propre calendrier de livraison et des modalités de livraison qui sont propres à cette phase current pour le besoin de leurs clients, de leur portefeuille client. Donc, on a au travers de ce service d'assistance, et on verra qu'il est le même et sans changement de niveau de service d'ailleurs, sur l'ensemble de ces 3 phases, où on a donc un portail qui permet la création des demandes, un portail qui permet également de suivre l'avancement et l'évolution des demandes qui sont en cours, et puis également un accès à une base de connaissances avec tous les contenus qui y sont associés. La période qui suit la phase de current, c'est la phase donc dite standard, avec un enchaînement direct après la fin de la phase current. On a ici une mention d'engagement sur les évolutions légales
réglementaires sous condition. Et on verra juste après un slide qui permet de préciser cette mention sous condition. J'ai omis de vous préciser que l'engagement de SEDG sur la conformité légale et réglementaire sur cette phase current et standard porte bien évidemment sur l'ensemble des 15 législations corps dont elle porte le développement. Et vous avez sur la gauche du slide l'ensemble de ces législations. Donc la phase standard, on verra juste après ce qu'il y a derrière la notion de sous-condition de cette mention. On voit ici que les corrections, qui sont des engagements à minima, les corrections sur des types d'anomalies portent désormais sur les anomalies de type bloquante ou de sécurité. Et on a également un calendrier de liste de patch qui est déterminé en fonction de cette période-là. Et enfin, troisième phase, qui elle dure une phase qui dure également 18 mois, où l'engagement porte sur la correction d'anomalies de sécurité et qui a ses propres modalités de livraison, les services d'assistance qui restent à l'identique. Le point important à noter, c'est qu'en phase de lifeline, il n'y a donc plus d'évolution légale et réglementaire qui est engagée par notre R&D. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une grosse parenthèse sur un point qui est primordial pour un éditeur de logiciels de gestion, c'est bien évidemment celui de la conformité légale ou réglementaire. Quand je vous disais que l'on était avec un engagement total sur la phase current, donc on le réaffirme ici, donc sur l'ensemble des 15 législations que vous trouvez sur la droite du slide à présent. Et sur la phase standard, dans la mesure où on était beaucoup plus explicite sur les engagements qu'on souhaitait prendre au travers de cette nouvelle politique de maintenance, il était nécessaire de distinguer 3 cas de figure. Le premier cas, qui est le cas que l'on souhaitait pouvoir écarter avec des engagements sous réserve en cas d'extrême complexité. Et l'exemple que je donne ici, c'était l'exemple d'un changement de monnaie. Et on a, pour beaucoup d'entre nous, bien en tête l'impact sur les logiciels lors du passage du franc à l'euro, pour certains qui ont nécessité la réécriture complète de solutions. Et c'est bien de ces cas de figure dont on est en train de parler à présent et qu'on souhaite pouvoir écarter d'un portage classique d'une évolution d'une sortie majeure. Et puis après, il reste 2 cas de figure. Un premier cas pour lequel on va retrouver un engagement assuré sur la livraison dans le cadre de fonctionnalités légales et réglementaires qui existaient déjà dans la version et qui évoluent dans le temps. Là, on parle plutôt de mise à jour légale et réglementaire. Et dans ce cas de figure, elles seront portées y compris sur les versions qui sont en phase standard. Et puis un cas intermédiaire avec des engagements qu'on a nommés conditionnés, sur lequel SEDG procédera à la livraison de nouveautés légales et réglementaires, mais pourrait, ce qui n'est pas non plus une certitude, mais pourrait être amené à y associer soit des modalités de tarification de cette fonctionnalité, soit des modalités d'exécution, peut-être plus ou moins automatiques, par exemple, qu'une même fonctionnalité qui serait délivrée dans la version qui, elle, est encore en phase current, ou alors un sujet de timing, si bien évidemment c'est cohérent avec la notion légale et réglementaire dont il est question. Donc, vous voyez, notre premier objectif, c'est bien évidemment de se mettre en condition pour assurer la conformité sur les phases current et standard, mais se donner la possibilité d'écarter des cas d'extrême complexité. Voilà, ça c'est on va dire la philosophie et l'objectif de cette politique de maintenance. Vous avez désormais sous les yeux un tableau qui récapitule l'ensemble des versions qui sont aujourd'hui existent on va dire sur le marché et dans nos parcs clients et ceux de nos partenaires. Et on a matérialisé donc les versions 140 et V5 qui, elles, appartiennent à un programme particulier et qui ne sont pas concernées par cette politique de maintenance. Il s'agit de l'Extended Support Programme qui est un programme à part entière et bénéficie, et en tous les cas concerne uniquement ces 2 versions-là. En revanche, à partir de la version 6, version 7, P8, P9, V11 et bien évidemment aujourd'hui V12, toutes ces versions sont, elles, concernées par cette politique de maintenance. Et on a procédé sur l'année 2018 à tout un projet d'ampleur et d'envergure chez SEDG. Je pense que c'est la première fois qu'on a mené un projet de cette nature pour communiquer à l'ensemble de notre écosystème de nos clients.
et nos clients directs et indirects l'information sur cette nouvelle politique de maintenance. Et on voit qu'en fait, cette année 2018 a servi d'une année de transition qui nous a permis de laisser le temps aux uns et aux autres d'être informés de cette mécanique, de vous indiquer notamment pour les V6 que depuis le 1er janvier 2019, cette version ne bénéficierait plus d'évolution légale ou réglementaire. En revanche, étant en phase de Lifeline, elle bénéficie donc d'engagement sur des correctifs livrés en cas d'anomalie de sécurité. Et je peux d'ores et déjà vous indiquer que Sedge France, puisque ce sont des décisions locales à chaque fois, a décidé, compte tenu du nombre encore conséquent de clients dans cette version-là, de poursuivre la phase de Lifeline en Lifeline étendue jusqu'à la fin de l'année 2021. Voilà, avec les mêmes engagements que la version que la phase Lifeline à compter du 1er janvier 2019. Ce qui est important de noter, c'est que Sedge avait depuis un certain nombre d'années travaillé au-delà de ses engagements, notamment pour la V6, en livrant jusqu'en fin d'année dernière des évolutions légales et réglementaires autour notamment de la loi antifraude. Donc, il était nécessaire d'avoir un certain délai de prévenance par rapport à ces évolutions, ce que nous avons respecté. Et ensuite, l'idée, c'est maintenant de se mettre en ordre de réflexion pour intégrer ces évolutions et organiser les montées de versions successives. Vous avez ensuite d'autres groupes de versions, la PU9 et la V11, qui sont donc en phase current. Il y a une particularité sur la V9 qui n'a pas de phase standard. On ne voit pas de bleu sur la version PU9. C'est une décision au moment où on a lancé ce programme de politique de maintenance, de faire bénéficier à la version PU9 un engagement plus fort que ce qu'elle aurait dû bénéficier dans le cadre de cette politique, avec un engagement de type current jusqu'à la fin du premier trimestre de 2020. Voilà. Et donc, on voit tout en haut du slide la version 12 qui est sortie en janvier de cette année, qui avait été mise entre les mains de nos partenaires et de nos équipes internes à partir de mi-juillet précisément, avec donc une phase current qui s'est engagée jusqu'à la fin de l'année 2021. Et donc, on voit ensuite qu'on va traverser la phase standard à compter du 1er janvier 2022, etc. Voilà, donc vous avez ici une mécanique et je vous propose dès à présent, puisque je l'ai évoqué, de vous parler de cette fameuse approche d'upgrade au travers d'une méthodologie et d'une approche que l'on a designée au cours de l'année fin 2017-2018 et qui est matérialisée par la cible que vous avez sous les yeux à droite du slide. On a, au travers de cette approche, mis en évidence le fait que depuis un certain nombre d'années, les projets d'upgrade étaient vraiment vus comme des projets techniques avec extrêmement peu de valeur ajoutée et étaient parfois compliqué de motiver quelque part les utilisateurs, le métier, à basculer dans des versions supérieures dans ce contexte-là. Et donc, il nous est apparu indispensable de faire bouger les lignes sur cette approche-là. Cette méthodologie est donc une approche et une méthodologie que Sedge applique en tant qu'équipe d'intégration à ses dossiers directs. C'est aussi une méthodologie que l'on partage avec l'ensemble de nos partenaires. Elle a été présentée à l'occasion de cette session sur l'année 2018 et on la partage volontiers, y compris les retours d'expérience avec nos partenaires qui peuvent s'en inspirer ou pour leur propre méthodologie. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est une approche donc, qui a pour objectif de remettre la valeur et la vision du client au cœur de notre démarche et de la façon dont on va designer, on va dire, le projet d'upgrade. La mécanique est relativement simple. On va croiser trois axes que sont l'axe fonctionnel, l'axe technologique et la démarche projet, avec trois dimensions. Une dimension de continuité, donc on va dire de maintien en conditions opérationnelles, une dimension plutôt d'optimisation de l'existant, et enfin une dimension d'évolution ou d'extension d'un périmètre. Et donc en fait, dès la phase d'avant-vente, avec le client,
on va chercher sur chacun de ces axes à savoir à quel niveau de dimension il se positionne. Donc, on va prendre chacun des axes indépendamment pour que vous ayez des exemples extrêmement concrets. Donc, on est là aujourd'hui, à l'instant, positionné sur l'axe technologique. L'axe technologique, c'est tout ce qui concerne l'infrastructure. Donc, c'est vraiment ce qui va répondre aux enjeux de performance, du niveau technologique de la plateforme et de son interopérabilité avec le système de l'entreprise. Et on va chercher avec le client à comprendre si son desiderata par rapport à un projet d'upgrade, c'est la continuité de service, où on va chercher à uniquement peut-être maintenir les composants, s'assurer que l'OS est à niveau, etc. À optimiser peut-être cette plateforme avec une meilleure performance et une meilleure disponibilité, ou au contraire évoluer de façon beaucoup plus disruptive avec un passage dans le cloud, pourquoi pas, mais également activer des fonctions de mobilité ou de sécurité qui ne l'étaient pas auparavant. Concernant l'axe fonctionnel, on a des éléments aussi extrêmement concrets. Donc là, ici, c'est vraiment tous les aspects métiers qui permettent d'évoquer les services rendus par la solution à l'entreprise. Donc là, si on se positionne pareil dans une dimension où le client souhaiterait plutôt être en maintien en conditions opérationnelles, on va s'assurer que les services historiques rendus sont bien maintenus. On va s'assurer que tous les flux qui existaient se poursuivent de façon correcte et on va également porter l'ensemble des spécifiques. Sur un travail d'optimisation, là, on va peut-être plutôt développer les interfaces et les automatismes qui n'étaient peut-être pas toujours en place jusqu'à présent. On va chercher à rationaliser, donc il y a un travail qui aujourd'hui, nous, dans nos dossiers, est systématique de challenge et on va dire, d'épluchage de tous les spécifiques qui auraient pu exister, et pour s'assurer qu'on on a une vraie nécessité à les garder. Et dans ce contexte-là, une fois qu'on décide de les garder, s'assurer qu'ils soient le moins adhérents possible. Et puis, c'est aussi l'occasion à ce moment-là de s'interroger sur la bonne quantité de données à garder pour alléger les environnements, pour alléger l'affichage pour les utilisateurs, etc. Et puis, bien évidemment, et ça paraît assez évident, sur une dimension qui serait plutôt de l'extension de l'évolution, eh bien, on va peut-être mettre des nouveaux besoins métiers, on va peut-être mettre en place une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau module. Sur le dernier axe, qui est donc l'axe démarche projet, là, on est vraiment sur tout ce qui concerne l'organisation, la conduite du changement et l'appropriation de la solution au sein de l'entreprise. Et c'est vraiment à ce stade-là aussi qu'on a la possibilité de valoriser l'effort d'upgrade qui est fait, puisque c'en est un. Donc, si on se positionne sur la dimension de continuité relative à cet axe plutôt démarche projet, on va simplement s'assurer que l'ensemble des utilisateurs adhèrent à ces évolutions. On va former les utilisateurs, on va mettre nos modes opératoires, s'il y en a de rédigés, à jour pour être bien au clair sur l'usage de la solution. L'optimisation, là, on va vraiment travailler sur l'accélération des flux de traitement, donc la mise en place de workflows qui n'ont peut-être pas toujours tous été implémentés ou n'existaient pas dans la version dans laquelle vous étiez initialement. Et puis, surtout, faire tout un travail de réorganisation et de réalignement entre l'outil, l'usage qui en est fait depuis un certain nombre d'années et puis les besoins de votre entreprise qui évoluent. Et puis, dans le cadre d'une démarche projet, là, on va plutôt mettre en place peut-être un portail avec des dashboards un peu plus poussés. On a vu ce qu'Hervé a démontré tout à l'heure et le potentiel de la solution qui peuvent tout à fait répondre à ces enjeux d'extension. Voilà, donc vous avez au travers de ces quelques slides, c'est relativement macro, mais c'est vraiment une façon d'aborder aujourd'hui nos projets d'upgrade. Et il est évident que cette approche nous permet à la fois de capitaliser et d'améliorer tout l'existant du client en réalignant, comme je vous disais tout à l'heure, l'usage de la solution avec le besoin du client et les fonctionnalités qui sont disponibles. On va aussi pouvoir optimiser l'existant. On a vu tout à l'heure une séquence qui nous permet aussi, où on va challenger la bonne quantité de données à garder, quels sont les flux qui doivent être maintenus.
Et au travers de tout ça, vous allez pouvoir, au travers de ces bénéfices, remettre mettre vraiment la solution Enterprise Management au cœur de votre SI et en faire un atout assez fort, notamment avec les fonctions de BI, de reporting, que ce qu'elle peut mettre en œuvre. Ensuite, on est bien évidemment en train de parler aussi de la version 12 et de Sage Enterprise Management et son mariage avec le cloud. Donc, vous avez tout à fait des économies d'échelle qui peuvent être faites au travers d'une combinaison d'un upgrade de version avec le passage en SaaS, au travers de tâches qui sont indispensables dans ces deux projets, hein, si on devait les mener séparément, que ce sont les tâches de pilotage, d'analyse, de recettes, d'appropriation de la solution, et puis tout le travail que l'on fait de réflexion autour du réalignement, notamment sur les aspects d'infrastructure, d'interface et d'interopérabilité de la solution dans l'environnement, qui pourront être traités, si vous me permettez l'expression, d'une pierre deux coups. Donc on a vraiment tout intérêt à combiner ces solutions. Et puis après, le dernier élément qui est quand même primordial, on sait qu'on est dans une dynamique où on doit faire évoluer de façon plus rapide nos plateformes pour intégrer des fonctionnalités nouvelles qui sont livrées parfois plus fréquemment. L'idée, c'est bien évidemment de faire tout ce travail, d'une part d'être dans la version la plus, fait un travail important et un investissement dont le retour sur investissement sera relativement rapide sur la rationalisation des SP, le fait de garder ceux qui sont effectivement nécessaires et de s'assurer de la très faible adhérence, voire la moindre adhérence possible, pour que toutes ces actions-là soient transparentes pour les upgrades suivants. Voilà, donc on a un certain nombre de bénéfices à mener ces deux opérations de front. Voilà, j'en ai terminé pour partager ce retour d'expérience. C'est vraiment une approche que l'on utilise dès la phase d'avant-vente et que l'on applique dans le cadre de projets sur les phases de déploiement. Voilà. Merci Astrid pour toutes ces informations. Je vous propose que vous déposiez vos questions à travers le chat si vous en avez. N'hésitez pas. On va rester en ligne un certain temps pour y répondre au mieux. Alors, nous avons une question. Avez-vous une version de test accessible en ligne afin d'aborder les différentes évolutions présentées? Donc, le plus simple, c'est de vous rapprocher de votre contact commercial, soit chez votre partenaire, soit chez Sage, pour avoir une présentation de la solution et de ses bénéfices. Sachant qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en phase de test, hein, c'est bien, la version 12 est déjà disponible depuis janvier, donc on pourra vous faire une présentation sans difficulté. Elle est par ailleurs implémentée sur un certain nombre de clients depuis un certain temps.
Alors, on a une question concernant l'évaluation. Alors, attendez, hop, ça bouge un petit peu. Quels sont les coûts d'un projet de migration, enveloppe prestation, outils et licences? Alors, il est compliqué de répondre à cette question puisqu'en fait, chaque chiffrage d'évaluation dépend de la version d'origine et de la version cible. Cette question ne peut pas être traitée en tant que telle. Elle dépend tellement de la configuration, du nombre de spécifiques, de ce que le client voudra faire, notamment s'il s'agit d'un client direct, en fonction de notre approche sur les 3 axes que je vous ai présentés tout à l'heure. Est-ce qu'on va chercher à optimiser? Donc, c'est pas une réponse à laquelle on peut répondre voilà, comme ça avec un chiffre figé. Chaque contexte est différent. Alors, on nous demande également de savoir si cette présentation pourra être récupérée. Donc oui, effectivement, elle sera mise en ligne à disposition de tous ceux qui ont participé. Alors, on a une question autour des SEI. N'y a-t-il pas de problème de performance avec le SEI? Certains tableaux de bord sont consommateurs de ressources. Y a-t-il un impact pour l'utilisateur qui fait une saisie de commande alors que plusieurs utilisateurs lancent de gros tableaux de bord en vente? A priori, pas de sujet de performance. En revanche, il y a possibilité de faire une étude de performance qui permet de dimensionner correctement. Voilà, une étude ad hoc qui va permettre de faire fonctionner, de dimensionner correctement votre infrastructure par rapport à l'usage qui en est fait de SEI. Je peux peut-être compléter la réponse sur ce que je disais tout à l'heure. On a la possibilité d'exploiter SEI à la fois sur des données en temps réel ou bien via un entrepôt de données. Si on fait le choix de l'entrepôt de données, à ce moment-là, on peut le détacher sur un serveur ou un serveur virtuel différent, et donc tous les rapports qu'on peut sortir, les extractions, enfin tous les traitements qu'on peut faire sur la partie décisionnelle n'impacteront absolument pas les utilisateurs dans leur fonction quotidienne d'utilisation du logiciel. Hervé, il y a une autre question concernant la V12. Je vais te la lire, tu me dis si tu es bien en capacité à répondre. Donc la V12 permet-elle le calcul d'une provision pour dépréciation des stocks? Non, on ne fait pas directement le calcul de la provision, donc ça c'est par rapport à des versions antérieures, on va avoir un fonctionnement qui va rester très proche aujourd'hui. Après, il y a d'autres, à voir, parce qu'il y a des écritures calculées qui peuvent se faire. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être exploitées, entre autres avec les requêtes pour obtenir des résultats. Mais ça, après, ça s'étudie, puisque les modalités de dépréciation sont spécifiques à chaque fois. Alors nous avons une question également autour de changements importants sur la gestion administrative des comptes utilisateurs. J'imagine que le fond de la question est les users nommés. Donc effectivement, depuis 2018, nous sommes passés sur EM aux users nommés.
pour se mettre également en ordre de marche d'une utilisation en mode cloud, pouvoir clairement identifier chacune des actions des utilisateurs et également identifier dans des approches de mobilité, hein, puisque c'est vraiment aussi quelque chose que l'on permet de plus en plus avec notre solution, identifier clairement quel est l'utilisateur par rapport aux transactions qui vont être réalisées dans l'application. Et donc seule une approche en user nommé permet de vraiment garantir cette traçabilité tout au long du flux des process dans le RP. J'espère que c'était bien la question qui était posée. En fonction de certaines configurations de projets, notamment des projets avec des corps modèles et des déploiements de différents sites ultérieurement, et donc qui se réfèrent à une version donnée, peut-être la version 11, maintient et reste la décision judicieuse. Donc je dirais que ça dépend quand même du contexte qui en est fait. Mais il est vrai que l'objectif, c'est de se mettre dans la version la plus récente. Et ce dont on peut vous faire part aujourd'hui en termes d'expérience, c'est que on est dans des phases d'avant-vente, des phases de chiffrage projet et des fois des phases de démarrage projet, menées à commencer les discussions par exemple sur une V11 et basculer le plus rapidement possible sur une V12 parce que le calendrier le permettait. Ça nécessite parfois des ajustements, notamment le chiffrage. On avait chiffré le projet en V11, il faut prévoir une montée V11, V12, mais qui sont moindres qu'un projet ultérieur, enfin, qui serait traité séparément. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, je vais essayer de répondre. Il y a une question fonctionnelle sur les prévisions de trésorerie pour savoir si on peut avoir plusieurs devises. Où les prévisions de trésorerie vont être par devise. Donc, on va très bien avoir une prévision de trésorerie sur une devise, puis une autre prévision de trésorerie sur une autre devise. Ça va utiliser en fait les devises qui étaient, par exemple, c'est une prévision de trésorerie sur une commande d'achat qui est en dollars US. C'est la commande d'achat si elle est en dollars US, la prévision de trésorerie sera en dollars US. Après, c'est qu'au niveau de la restitution, sur la situation bancaire, où là, vous allez indiquer dans quelle devise vous souhaitez avoir la restitution et le type de cours que vous souhaitez utiliser pour la restitution sur la situation bancaire. Il y a également une question sur les variations de stock. On peut comptabiliser, ou bien sûr les variations de stock. Vous pouvez faire la comptabilisation des stocks, ça va vous faire une écriture de type stock à variation de stock. Il y a Hervé, je ne sais pas si tu peux répondre à une question qui est: est-ce que les fonctions consultation ont été optimisées? Donc par rapport à la V6, ces fonctions sont longues au premier lancement. Est-ce que, alors je pense qu'il y a un travail déjà peut-être d'archivage et de sélection de données qui peut être une première réponse. Oui, après, c'est difficile de répondre si qu'est-ce qui paraît long juste en consultation. Au niveau du chargement, il y a plein de choses qui interviennent, la volumétrie, le réseau, le poste qui va consulter. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc, ce qui est optimisé quelque part, c'est il n'y a rien sur le poste client, donc tout se fait au niveau du serveur. On est totalement en web, donc son poste ne fait que recevoir de l'information, en fait, c'est tout. Donc, en termes d'optimisation, c'est différent par rapport au fonctionnement client-serveur de la V6. Maintenant, après, je ne
peux pas répondre sur un cas particulier. Alors, nous avons également une question autour de la disponibilité des outils IoT ainsi que blockchain. Donc c'est, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans le cadre de la transformation de la solution, on intègre progressivement un certain nombre d'éléments, entre autres sur la partie API. Nous allons avoir des livraisons assez significatives en juin-juillet, sur la release qui aura lieu à ce moment-là, et qui mettra à disposition un certain nombre comme je disais, d'API. Et puis après, sur la blockchain, on a également les briques qui sont disponibles et qui permettent d'intégrer un certain nombre de choses, des outils IoT également. Donc voilà. Sur ces éléments-là, le plus simple, c'est peut-être de se rapprocher également des chefs produits, hein, puisque je sais qu'il y a un certain nombre de réunions qui sont mises en place périodiquement. On pourra apporter une réponse plus précise également sur ces points très, très techniques, si vous le souhaitez. Alors, je vous propose que l'on mette fin à la session. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles nous n'avons pas apporté de réponse en direct. Nous avons les coordonnées de l'ensemble des personnes qui étaient connectées, donc je vous propose que l'on fasse une réponse par email à chacun de ces points. Et n'hésitez pas surtout à contacter votre partenaire ou votre contact commercial pour avoir plus d'explications sur les migrations, les upgrades, ainsi que les évolutions produits autour des fonctionnalités ou des nouvelles technologies. Merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.